chacune et chacun a pu maintenant prendre place dans cet hémicycle, nous allons ouvrir cette journée à deux voix avec ma collègue Anne-Marie Autant. Je suis moi-même Gaëlle L'Enfant, je suis vice-présidente comme Anne-Marie. Elle est sur le champ de la santé et je m'occupe, moi, du champ des solidarités, de la lutte contre les discriminations, de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la sécurité, de la prévention, et puis aussi de la jeunesse. Donc c'est au titre de l'ensemble de ces délégations, un peu globalement, que je tenais à vous dire un mot et que le président Vauzel a souhaité que nous fassions cette ouverture à deux voix. Je pense qu'à l'énoncé de nos responsabilités à chacune, vous comprenez immédiatement pourquoi. Permettez-moi de vous dire d'abord, de vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle. Alors je sais que c'est une salle un peu imposante, c'est là que nous menons nos assemblées plénières et cette salle, le président Vauzel, lorsqu'il a été élu président, a souhaité l'ouvrir. C'est-à-dire qu'auparavant, il n'y avait que les élus du conseil régional qui siégeaient ici lors des plénières, donc elle était utilisée à peu près une fois tous les 2 mois, vous voyez, c'est quand même pas beaucoup. Et le président Vauzel a souhaité l'ouvrir aux associations, aux structures qui, comme vous aujourd'hui, ont besoin d'un lieu pour tenir leur journée, faire leur colloque. Beaucoup de jeunes viennent aussi ici pour visiter, discuter avec les élus dans cette salle et nous considérons depuis longtemps que c'est extrêmement important de pouvoir accueillir des jeunes, de leur expliquer ce qu'est le conseil régional, ce que font des élus. Et je me souviens en particulier d'une visite de la ministre Najat Vallaud-Belkacem qui était venue discuter avec des jeunes un peu en difficulté dans cette salle et les jeunes lui posaient des questions et notamment un jeune avait pris la parole pour lui dire « Mais madame, en fait, vous faites quoi dans vos journées ?» Eh bien voilà, ces questions-là, c'est très important parce que c'est l'apprentissage de la citoyenneté, c'est l'apprentissage des valeurs de la République et j'imagine que comme moi, vous intéressez aux débats de société qui ont lieu actuellement et que comme moi, peut-être vous êtes un peu inquiet et que peut-être aussi comme moi, vous savez qu'il y a des pistes pour rompre avec cette inquiétude et renouer avec la confiance et avec l'espoir d'une société meilleur pour chacune et chacun d'entre nous. Alors, j'en viens au sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Vous avez une grande journée sur la réduction des inégalités de santé sur les territoires régionaux. J'en dirai un mot, c'est pour cela que je souhaitais intervenir devant vous aujourd'hui, c'est que, vous le savez, le Conseil régional a de grandes compétences sur des sujets extrêmement importants comme les transports, l'aménagement du territoire, la formation, les lycées. Et nous considérons, avec Michel Vauzel dans cette majorité, que nous ne pouvons pas assumer ces compétences extrêmement importantes en ne prenant en compte que le béton, les murs et les aménagements physiques, je dirais, de ce territoire. Nous considérons qu'il faut de l'humain là-dedans et que nous ne pouvons pas aménager le territoire sans penser aux habitants de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur, que nous ne pouvons pas construire ou rénover des lycées sans penser aux jeunes qui mangent, qui vivent à l'intérieur de ces lycées, à la façon dont nous pouvons leur apporter des choses aussi, et que nous ne pouvons pas œuvrer pour la formation des personnes sans penser à qui sont ces personnes et comment elles vivent leur vie, comment elles vivent leur parcours de vie. Donc, vous voyez immédiatement pourquoi est-ce que nous avons fait le choix de mettre en œuvre des politiques de façon extrêmement volontariste sur ces domaines, notamment de la santé et de la prévention. C'est, je crois, de notre devoir que de se demander comment vivent aujourd'hui les habitants de cette région et puis comment nous pouvons améliorer leur vécu demain. C'est ce que nous faisons chaque jour, en particulier avec ce public qui est notre public privilégié, puisque nous avons de grandes compétences sur les lycées. Je pense aux jeunes, et je veux vous dire ici qu'une enquête a montré que 34% des étudiants, je parle bien des étudiants, c'est-à-dire ceux qui font des études, je ne parle pas des autres jeunes, 34% des étudiants renoncent à des soins par manque d'argent, tout simplement. Cette question-là est extrêmement préoccupante et bien entendu, nous la prenons en compte et
nous tentons de pallier ces difficultés en mettant en œuvre des politiques volontaristes que Anne-Marie, je pense, va vous décrire, notamment sur les maisons régionales de santé et sur le pass Santé Plus contraception. Voilà, j'ai déjà parlé trop longuement et je passe la parole tout de suite à Anne-Marie Autant qui va vous expliciter un peu plus notre travail en matière de politique publique. Je vous remercie. Merci Gaëlle pour cette introduction. Bonjour à tous. Nous sommes très fiers de vous rencontrer au Conseil régional et de vous donner ces possibilités d'échange, et Gaëlle vient de le souligner. C'est extrêmement important pour mettre en place nos politiques publiques. Les politiques publiques, le service public, c'est le moyen d'arriver, d'essayer de diminuer les inégalités. On ne peut malheureusement pas parler d'égalité, parce que si cette égalité existait, ça se verrait, ça se saurait. On ne peut pas, en ces jours de grand froid, ne pas avoir une pensée pour tous ceux, jeunes, moins jeunes, qui vivent des jours comme ceux-ci dans des conditions extrêmement, vraiment terribles, parce que ce froid amplifie le désarroi de bien des Provençaux. Les politiques publiques, c'est vraiment l'outil qui permet de réduire ces inégalités. Et c'est le sens de toutes nos actions au Conseil régional. Gaëlle vient de le souligner, précisément, nous sommes les élus de cette majorité, sont tournés vers l'humain et sont tournés vers cette recherche d'égalité. Alors c'est vrai que naturellement, nous avons un public privilégié, je vous le mets entre guillemets, qui est les jeunes au travers de notre compétence lycée, mais toutes les politiques qui sont menées, tous les soutiens aux associations dont vous faites partie, bien sûr, intéressent l'ensemble de la société provençale. En me passant la parole, Gaëlle me lancer sur les politiques publiques que nous menons, nous, au travers de cette délégation santé-alimentation. Donc, je le redis, la santé n'est pas une compétence directe de la région, mais le président Michel Vauzel et sa majorité se sont saisis de cette compétence pour pouvoir réduire ces inégalités territoriales. Donc, nous menons au sein de cette délégation 4 grandes politiques. Les maisons régionales de santé, dont vous avez peut-être entendu parler, qui visent à réduire les inégalités territoriales et sociales d'accès à la santé, notamment la médecine de premier recours, la médecine générale, et aussi la médecine spécialiste, puisque bien souvent, là où il n'y a plus de médecins généralistes, ne parlons même pas des spécialistes. Donc ces maisons régionales de santé, c'est un soutien que nous amenons au projet de médecins libéraux, également du monde associatif, mutualiste, pour maintenir ou créer sur des territoires qui sont en passe de devenir des déserts médicaux les moyens d'ancrer et de faire revenir la médecine, parce que c'est ça, l'égalité d'accès aux soins pour tous sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, nous en sommes à peu près à 35 projets soutenus sur l'ensemble du territoire et nous continuons à le faire sur cette année 2015. Le projet, lorsque nous l'avons lancé en fin 2010 avec Ladislas Polski, qui est l'élu délégué à cette politique, nous étions partis sur une expérimentation de 3 ans et d'année en année, nous le prorogeons. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de demandes et ce levier financier, puisque nous allons là-dessus surtout sur de l'investissement, ce levier financier est souvent indispensable pour faire émerger le projet. Nous participons à l'investissement, mais nous participons avec l'ARS en particulier, également à l'environnement technique qui permet d'implanter ces maisons régionales de santé. Une deuxième politique que Gaëlle a soulignée, le pass Santé Plus contraception. Donc ça, c'est la prévention auprès des jeunes à la contraception, l'information à la vie sexuelle. Alors, nous n'avons pas mis de limite d'âge basse sur ce projet d'accès gratuit et anonyme à une contraception pour les jeunes, pour essayer de toucher le maximum de nos jeunes. Vous le savez, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous nous distinguons par un chiffre le plus élevé. Ça vous intéresse, vous, en tant
associations familiales, un chiffre élevé de grossesse et d'interruption de grossesse sur les très jeunes publics. Donc là, on a un vrai travail à mener en commun pour pouvoir infléchir, amener l'information aux familles et aux jeunes sur ces sujets. Donc un troisième dossier que nous menons là aussi en collaboration étroite avec l'ADREAL et l'ARS, c'est tout ce qui concerne la santé et l'environnement. Nous étions mercredi, c'est pour ça qu'on se disait avec Mme Messonnier qu'on ne se quittait plus. Nous étions ensemble au forum qui concernait la présentation du 3e plan régional santé-environnement. Les collectivités, alors ce qu'interrogeait ce forum, c'était la place des collectivités dans la santé, notamment dans la prévention à la santé. Et nous sommes tous tombés d'accord pour nous dire combien il était important que cette dimension de la prévention à la santé soit un des axes majeurs des politiques publiques et surtout des politiques d'aménagement. Donc vous l'entendez aujourd'hui, nous avons la COP21 qui va se passer sur notre territoire en fin d'année. Il y a un gros travail de préparation qui est en train de se faire. On fait beaucoup d'avancées aujourd'hui sur toutes les politiques de prévention. Le coût de la santé qui serait dû à l'environnement, parce que c'est très compliqué comme territoire là pour arriver à identifier les choses, mais on sait aujourd'hui que les affections longue durée continuent d'exploser, que le coût financier se compte en plusieurs dizaines de milliards d'euros. Nous cherchons les milliards, toutes les maladies évitables. Il est de notre devoir, collectivité territoriale, avec les associations, de les mettre en place pour pouvoir les prévenir. Parmi ces politiques de prévention, en est une qui est extrêmement importante, bien sûr, c'est l'alimentation. Donc là aussi, c'est dans les politiques de cette délégation santé-alimentation et surtout dans les compétences de la région, puisque nous participons à nourrir les jeunes dans les lycées. Donc nous devons être exemplaires. Ce n'est pas simple. En tous les cas, nous commençons à structurer nos services pour pouvoir donner à la dimension de la qualité sa place, de la convivialité aussi, parce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Les jeunes souhaitent de la convivialité dans les lieux de restauration collective pour pouvoir s'y abonner. Voilà, c'est de notre devoir de les attirer dans nos restaurants. Aujourd'hui, l'alimentation, son impact sur la santé, il est enfin connu et reconnu. Pouvoir mettre dans nos assiettes des aliments sains, de saison, ça a une incidence directe aussi sur nos modes de production. Là aussi, nous avons du travail à faire. Voilà, si nous nous demandions tous autant que nous sommes les sujets sur lesquels nous devons travailler pour ce 21e siècle, je crois que le tracé d'une grande courbe pour pouvoir infléchir nos modes de fonctionnement tels qu'ils sont aujourd'hui est quand même relativement bien tracé et je crois que vous y participez vous-même directement et on vous en remercie très sincèrement. Donc je crois que je vais arrêter là mon intervention, vous dire surtout, j'espère que ce que vous avez retenu de nos deux interventions, c'est l'implication qui est la nôtre et l'importance de ce dialogue et l'importance, vous, surtout, de votre travail et de ce que vous devez nous demander et de ce qu'on peut construire ensemble sur l'ensemble de ces politiques publiques. Et je crois qu'on vous en remercie tous au nom du président et de la majorité de ce conseil régional, très sincèrement. Merci, bons travaux. Et puis je crois que... On va peut-être présenter, voilà. Mais que vous connaissez forcément, vous les connaissez. Donc je vous présente... pour peut-être quelques personnes qui ne vous connaîtraient pas, Madame Armando, vous êtes la présidente de l'URAF et vous nous faites l'honneur d'être à cette tribune et je crois qu'on va vous passer
presque immédiatement après la parole. Et puis, Madame Moissonnier, qu'Anne-Marie évoquait à l'instant, donc vous représentez le président de l'Agence régionale de santé, Monsieur Paul Castel, et merci beaucoup d'être à nos côtés aujourd'hui, comme les jours précédents avec Anne-Marie, sur ces importantes questions. Et donc, c'est à vous que nous passons très immédiatement la parole. Je vous remercie. Et je remercie également l'Union régionale des associations familiales d'avoir inscrit comment œuvrer à la réduction des inégalités de santé sur les territoires régionaux. C'est vraiment un sujet, un très très beau sujet, et qui, je ne sais pas si finalement une journée est suffisante pour exprimer tout ce qui peut toucher à ce sujet. Bon, moi je voudrais rappeler quelques éléments fondamentaux, les fondamentaux de la santé. La santé, ça ne se résume pas à l'absence de maladie ou d'infirmité. La santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Et ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé, acceptée par tous les pays de cette planète, et depuis des décennies. Donc, la santé, c'est pas l'absence de maladie, c'est être bien dans sa peau, être heureux, ne pas avoir mal nulle part, et vivre normalement sa vie. Alors, comment approcher cette question de cette définition en travaillant dans une agence régionale de santé? Eh bien, d'abord, mais Madame Autant et Madame L'Enfant en ont parlé, nous suivons des politiques publiques. Et actuellement, depuis quelque temps, vous avez dû entendre parler régulièrement aux informations de la future loi de santé publique qui est en préparation et devrait être promulguée cette année. Alors cette future loi, les travaux qui sont en cours, se fondent sur une stratégie nationale de la santé, qui est un peu antérieure, et cette stratégie nationale a décidé, enfin, a inscrit vraiment une priorité dans ces stratégies. La première des priorités, c'est la prévention. La prévention doit dominer les aspects curatifs de la santé. Donc, on va travailler sur tout ce qui est prévention, promotion de la santé avant de travailler sur le soin, parce que finalement, le soin, c'est quelque part l'échec de la prévention et la promotion de la santé. Alors, comment prioriser la prévention sur le curatif? Eh bien, c'est accroître toutes les actions, et pas forcément celles de l'ARS, mais celles de tous les partenaires de la société civile qui peuvent exister sur les déterminants de santé. Et aujourd'hui, on va vous parler de 2 déterminants de santé, et ils sont fondamentaux. C'est l'alimentation-nutrition et c'est l'environnement. Et quand on parle de ces 2 déterminants, on peut les découper à l'infini, parce que je prends le domaine de l'environnement, je laisse le domaine de la nutrition à Madame Autant, mais dans l'environnement, vous avez l'air, vous avez l'eau, vous avez l'air extérieur, l'air intérieur, les eaux de loisirs, les eaux qui servent aux soins, vous avez tellement de choses, vous avez les habitats, vous avez tellement de sous-domaines de l'environnement que c'est effectivement extrêmement large. Donc cette future loi de santé priorise la promotion et la prévention de la santé, mais elle souhaite également que les acteurs médicaux de la santé agissent en termes de prévention et de promotion de la santé, c'est-à-dire qu'on se met à parler de prévention médicalisée. Effectivement, on peut aller voir son médecin parce qu'on est malade, mais ce même médecin peut vous encourager à modifier des comportements alimentaires, etc., pour gagner sur votre état de santé. Alors ça, c'est les grandes orientations nationales. Côté régional, nous sommes une agence régionale de la santé, et nous travaillons dans ce domaine de la prévention et de la promotion de la santé depuis des années.
Et nous travaillons et nous avons la chance en PACA d'avoir, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Oui, c'est bien, hein, on a retenu la leçon. Hein. Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'avoir un nombre considérable d'acteurs de la société civile, associatifs, etc., et qui sont au cœur des politiques de prévention. Et au cœur de ces politiques de prévention, il y a bien sûr le noyau, qui est la famille, les parents, les aidants, l'entourage, qui a un rôle fondamental. Et je dirais qu'on rejoint un des 3 éléments de la définition de l'OMS, qui est le bien-être social. Il passe évidemment par ce noyau dur qui est la famille. Alors comment faisons-nous? Alors, on va vous expliquer tout au long de cette journée comment on s'y prend pour faire de la prévention, mais sachez que nous travaillons sur des approches territoriales, sur une approche territoriale qui passe par une caractérisation de notre paysage régional à partir d'un indice de désavantage social. Et en gros, on travaille sur un indice de désavantage social. Alors, je vous les livre, il prend différentes variables. Le niveau de revenu des personnes, le taux de chômage sur un secteur, la part des non-diplômés, le logement est fondamental, évidemment, dans cette vision, cette observation du désavantage social. Et puis, famille monoparentale ou pas, vous savez que malheureusement, les familles monoparentales sont désavantagées. Et pourquoi nous avons travaillé sur ces indices de désavantages sociaux? Parce que nous savons, et nous en avons les preuves, que nous avons une relation étroite entre le niveau de santé et l'appartenance à un groupe social. Et plus l'état de santé s'améliore, plus on mesure l'élévation du gradient social. Donc nous travaillons déjà sur ces aspects de territorialisation qui recouvrent à quelque chose près, même si ce ne sont pas les mêmes indicateurs qui sont retenus, qui recouvrent les territoires qu'on identifie comme étant les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Alors nous avons un cadre, c'est le plan régional de santé. À l'intérieur de ce cadre, nous avons le schéma régional de prévention. On vous en parlera dans quelques instants. Et nous ne travaillons pas exacerber ou stigmatiser sur des pathologies. Nous travaillons sur des populations. Donc, prévention, promotion de la santé chez les jeunes, et nous avons des tas d'actions communes avec la région. Prévention et promotion de la santé chez les personnes âgées, chez les femmes, les enfants, mais plus comme c'était le cas il y a maintenant plusieurs années sur obésité, sida, etc., etc. Donc nous travaillons sur des classes de population qui bénéficient toutes des mêmes politiques de prévention. Voilà ce que je voudrais dire, mais je voudrais surtout dire que grâce à la richesse des partenariats institutionnels que nous avons, que ce soit avec le conseil régional, que ce soit avec les conseils généraux, que ce soit avec les communes, que ce soit avec l'ensemble des institutions, des associations telles que la vôtre, eh bien, nous pouvons établir une cohérence et une espèce de synergie dans cette politique qui prend sa source au niveau national et qui essaie de s'appliquer là, au plus près des besoins sur nos territoires. Il est évident que de telles politiques aussi larges au départ ne peuvent pas s'appliquer sans qu'il y ait cette espèce de synergie, parce que ce sont des politiques quand même très transversales. Vous le verrez, quand on parle d'environnement, l'ARS ne peut rien faire toute seule. On fait certaines choses en matière d'environnement, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tellement large qu'il nous faut un partenariat énorme et qu'il faut que ces partenaires appliquent et induisent dans leur propre, insèrent dans leur propre politique cette politique de santé publique. Voilà, j'en ai terminé, je ne veux pas vous ennuyer davantage. Je voulais simplement vous dire qu'en septembre
2015, à l'automne 2015, septembre-octobre, nous aurons les rencontres de l'ARS avec le titre est Agora Santé. Et là, ce sera le premier rendez-vous où nous pourrons débattre de toutes les questions, pas forcément de promotion, prévention de la santé, environnement, mais d'un champ beaucoup plus large, puisque l'ARS travaille sur le domaine du soin, sur le domaine du soin, établissement sanitaire, etc., etc. Et je voulais ajouter que toutes ces politiques se retrouvent dans ce qu'on appelle, nous, à l'ARS, et dans notre jargon, le parcours de soins, qui commence, et c'est pour ça que je vous remercie une nouvelle fois, par prévention et promotion de la santé. Ce parcours de soins de chaque individu commence par là. Je vous souhaite une excellente journée. Je suis désolée, j'ai d'autres obligations et je dois vous quitter très très rapidement maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Ça fonctionne ? Oui, ça marche. Merci beaucoup pour vos interventions. Donc, Madame Autant, Madame L'Enfant, vice-présidente, Madame Moissonnier. Vous tous, merci d'être là, bonjour, et donc j'espère que vous êtes bien installés, peut-être remis de vos émotions pour ceux qui ont pris la route, ceux qui ont pris le train, ceux qui ont eu des retards. Voilà, j'espère que la journée va vous être agréable. Alors, comme beaucoup doivent le savoir dans cet hémicycle, la première mission de l'URAF et des UDAF est de représenter les familles auprès des pouvoirs publics et de donner un avis sur les questions d'ordre familial. Cette mission existe et s'accomplit dans chaque département grâce aux actions des UDAF et de leur association familiale. Ce réseau apporte au niveau régional une connaissance approfondie des modes de vie des familles et de leurs préoccupations. Cependant, même si cette expertise est pertinente, les UDAF et l'URAF ont voulu l'améliorer en recueillant directement l'avis des familles sur les éléments de leur vie quotidienne. Cette volonté commune a permis la mise en place de l'Observatoire régional qui, pour sa première enquête, que l'on vous présentera tout à l'heure, s'est engagé sur le thème « Famille et prévention santé ». Être en bonne santé et tout faire pour que cela dure le plus longtemps possible sont des objectifs tant individuels que collectifs. Prévenir plutôt que guérir en est un autre. Terrain des professionnels, des institutions ou des associations, la prévention a pour vocation d'éviter ou de réduire des problèmes de santé. Déclinée à travers des programmes ou des actions d'éducation, elle doit donner à tout un chacun les outils nécessaires pour devenir acteur de sa santé. La prévention cible de nombreux domaines et s'adresse au plus grand nombre dès le plus jeune âge. Alors certains sont convaincus de son utilité, certains sont sceptiques et d'autres jugent, lorsqu'il s'agit d'actions en direction du grand public, qu'il est difficile d'en mesurer les effets. D'autres, enfin, pensent qu'elle n'est pas suffisamment développée. Si le mouvement familial s'est engagé sur le terrain de la prévention santé, c'est qu'il émet l'hypothèse que les familles, ou plus précisément les parents, sont des acteurs et des témoins importants qui peuvent enrichir la réflexion commune. Il était donc essentiel qu'ils soient mis à contribution afin qu'ils s'expriment sur la place de la prévention, ainsi que sur la compréhension et l'intégration des messages de prévention, tant pour eux dans leur quotidien que pour ceux de leurs enfants. Je dirais que c'est aujourd'hui chose faite sur notre région, mais pas que, puisque ça concernera aussi d'autres régions et départements de France. Grâce à leur coopération, on peut mieux comprendre leurs habitudes, leurs comportements, tout en appréhendant leur perception du rôle des différents acteurs dans le domaine donc de la santé et de la prévention. Alors, je ne développerai pas ici les résultats de l'enquête, puisque ce sera fait dans quelques instants par des personnes ad hoc, mais je voudrais tout de même souligner le savoir-être et le savoir-faire des parents en matière de prévention. En tout cas, c'est ce que j'ai envie essentiellement de vous faire passer par rapport aux résultats de cette enquête. Alors, évidemment, des freins existent, et notamment des freins économiques, mais la majorité des parents adoptent des attitudes qui participent au bien-être de la santé de la famille et qui confortent l'adage selon lequel ils sont les premiers éducateurs de leurs enfants.
Alors, vous l'aurez bien compris, et je ne peux pas dire le contraire, la vie des familles a toute sa place dans le débat sur la prévention. Cependant, même si les habitudes et les bonnes pratiques pour optimiser le capital santé peuvent faire partie de la culture familiale, il n'en restera pas moins qu'elles doivent, sans aucun doute, être alimentées par des acteurs extérieurs. C'est pourquoi nous avons jugé important de vous proposer aujourd'hui des regards croisés sur le sujet. Je remercie vivement chaque intervenant pour leur participation. En acceptant notre invitation, ils marquent sans aucun doute leur intérêt pour notre démarche. Comme vous pourrez le constater dans le déroulement de cette journée, et comme il a déjà été indiqué, nous avons fait le choix d'extraire 2 thématiques de l'enquête, l'alimentation et l'environnement. 2 sujets importants sur lesquels il n'est peut-être pas inutile de se pencher de concert. L'exercice pour nos invités consistera à nous exposer leurs expériences, leurs convictions et leurs praxis dans ces domaines. Qu'ils soient chercheurs, maîtres d'œuvre, élus, réalisateurs ou accompagnateurs de prévention, ils nous éclaireront sur leur implication et nous apporteront certainement des éléments de réflexion pour permettre aux familles de continuer à jouer un rôle dans la prévention. Je remercie également pour nos partenaires financiers, tous nos partenaires financiers, qui soutiennent notre initiative, M. Vauzel, président du Conseil régional, et l'ensemble des élus et personnels de la région, qui croient aussi, on l'a bien compris, aux actions de prévention, M. Castel et l'ensemble de ses collaborateurs à l'ARS, Malakoff et le Crédit Coopératif, et tous les intervenants dont les noms figurent dans le programme. Je n'oublie pas les salariés qui nous ont permis de mener à bien cette journée, mais aussi les UDAF et les familles, sans lesquelles l'Observatoire régional n'aurait pas vu le jour. Alors je me permettrai de conclure par une phrase mythique, alors qui est un peu décalée, mais bon, et que je pense chacun d'entre vous a entendu le mois dernier, et qui prouve quand même l'importance de la santé dans notre vivre ensemble. Et bien cette phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est « Bonne année et bonne santé à tous ». Merci. Bien, la tribune va maintenant changer. Madame Armando, je vous propose de prendre la présidence. Nous devons, pour notre part, vaquer à d'autres occupations. Anne-Marie Autant sera présente cet après-midi pour une table ronde sur la partie alimentation. Moi-même, je suis désolée, mais je ne pourrai pas être là. J'ai plusieurs rencontres, notamment avec des jeunes, d'ailleurs, dans la journée. Et donc, malheureusement, je ne pourrai pas repasser, mais nous vous souhaitons de bons travaux. Et Anne-Marie vous dit à tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Je vous laisse la parole. Merci. Merci Madame Autant, merci Madame L'Enfant et merci au Conseil régional de nous accueillir ici. Merci à Madame Moissonnier et à l'ensemble de l'ARS PACA qui est très impliquée tout au long de cette journée. Puis merci Madame Armando et l'URAF pour avoir organisé cette journée. Donc bonjour à tous, soyez les bienvenus. Moi je suis Bérangère Davin, je suis chargée de recherche à l'Observatoire régional de la santé et chercheur à l'INSERM. Mais aujourd'hui je suis surtout chargée d'animer la journée. Mais c'est votre journée, donc vous avez tous un rôle à jouer. Les intervenants, en veillant à bien respecter leur temps de parole, et puis vous, l'assistance, qui êtes largement invités à participer au moment d'échange. Donc, sans plus tarder, je vous propose qu'on commence cette journée par des données de cadrage. Alors, nous aurons 2 interventions. On va commencer par le professeur Roland Sambuc, qui est professeur de santé publique, qui va nous aider à bien comprendre les concepts, qu'est-ce qu'on entend par prévention, promotion de la santé, éducation de la santé, qui ont déjà été évoqués précédemment. Puis ça sera suivi par une intervention de Madame Ludivine Loquet, de l'Agence régionale de santé, sur le schéma régional de prévention, et puis après quoi, on prendra un moment pour échanger. Monsieur Sambuc, si vous voulez rejoindre la tribune. Voilà.
c'est pas celui-là. C'était juste. Voilà, je crois on que va j'avais prendre pas... un peu d'avance sur le programme si on met celui-là. Hop. Ça doit être mieux. Voilà, oui, oui. Je vois votre nom. Bien, je suis très heureux de pouvoir participer à ces journées et je pense que la cible qui a été choisie autour des problèmes de prévention et des familles est particulièrement importante et intéressante. Donc je remercie beaucoup les organisateurs et puis également le conseil régional qui héberge ce colloque et ces journées. Donc je vais jouer au professeur, comme on me l'a demandé, en définissant un peu les concepts qu'on a déjà évoqués pour certains ce matin, de prévention, de promotion de la santé, d'éducation à la santé. Alors, concernant la prévention, la notion de prévention est en réalité très complexe et vous allez voir qu'il faut s'aider de plusieurs définitions pour cerner le concept et avoir une idée un peu plus précise des différentes possibilités. Déjà, de manière générale, la Convention peut se diviser en ce qui est la mise en place de protection. Par exemple, le vaccin, c'est une protection contre telle ou telle maladie. Et puis, ce qui peut être vécu et interprété comme une prévention plus active et positive, par exemple, une bonne alimentation, eh bien, ce n'est pas ciblé contre un ennemi particulier de la santé, mais c'est destiné à apporter à l'organisme les moyens d'être solide par rapport à des différents problèmes de santé. Alors, en matière de définition, on a la définition classique de l'OMS qui indique que la prévention, c'est l'ensemble des mesures visant à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps. Donc c'est quand même une définition qui remonte à 1948. Et cette définition de l'OMS s'accompagne d'une catégorisation des actions de prévention en 3 catégories, primaires, secondaires et tertiaires. Alors, ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est par rapport à la maladie, ce qui est fait avant l'arrivée de la maladie. Donc, l'exemple type de la prévention primaire, c'est la vaccination qui intervient pour protéger et avant que la personne soit atteinte par une maladie. Toujours par rapport à ce repère dans cette définition qu'est la maladie, la prévention secondaire, eh bien, elle intervient, on va pouvoir dire presque malheureusement, de manière secondaire après l'apparition et la contraction par le sujet d'une maladie. Et l'exemple type de la prévention secondaire, ce sont les dépistages qui permettent de révéler la présence de la maladie et de la soigner plus précocement. Enfin, la classification de l'OMS parle de prévention tertiaire, qui est ce qu'on peut faire après la mise en place et le développement de la maladie. Et finalement, la prévention tertiaire, c'est la prévention des complications de la maladie, des séquelles et donc en particulier des handicaps. Donc cette définition de l'OMS, vous voyez, est centrée sur la maladie et le rythme qu'elle impose aux actions de prévention. Plus récemment, dans les années 80, la définition apportée par Gordon a permis une classification un peu différente qui est fondée sur, en fait,
destinataires des actions de prévention. Et ça permet de distinguer la prévention dite universelle, qui s'adresse à toute la population et qui comporte donc des messages très généraux, qui peuvent être, on citait aujourd'hui l'alimentation, là encore, des conseils sur l'alimentation ou des règles d'hygiène générales. Donc prévention universelle pour tout le monde, prévention orientée ou encore sélective, qui est destinée à des groupes de population pour lesquels certains risques sont plus élevés que dans la population générale et pour lesquels donc des messages ou des actions de prévention plus spécifiques peuvent être envisagées. Par exemple, en direction des automobilistes, il y a effectivement des actions spécifiques, le port de la ceinture de sécurité, la protection contre l'alcoolisme au volant, la vitesse, etc. Donc, prévention orientée sur certains groupes de population. Et enfin, la prévention dite ciblée, qui s'attache à des sous-groupes de population qui ont des niveaux très élevés de risque et donc dont les facteurs de risque sont bien connus. Par exemple, au final, l'éducation thérapeutique, par essence, c'est une action de prévention, si on prend l'autre définition de l'OMS de type tertiaire, destinée à diminuer les conséquences négatives de la maladie. Donc, vous voyez au final que selon le point de vue, celui de la maladie ou celui du patient, on arrive à des classifications différentes qui regroupent les actions possibles dans le domaine de la prévention. Alors la prévention, on peut dire que c'est vieux comme le monde et que si on observe l'évolution des récentes lois de santé, pardon, j'ai oublié d'avancer, donc si on observe les différentes lois de santé publique qui ont été promulguées récemment, disons depuis l'an 2000, eh bien on se rend compte que ces lois s'intéressent toutes à la prévention et qu'il y a donc quelque part un contexte favorable au niveau de l'État et du Parlement au développement d'une politique de prévention. Pour mémoire, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé donnait déjà une définition, et je crois que c'est la première fois que une telle définition a été donnée dans des textes de loi, sur ce qu'était la politique de prévention. Et la loi de 2002 disait « La politique de prévention a pour but d'améliorer l'état de santé de la population en évitant l'apparition, le développement ou l'aggravation des maladies ou accidents et en favorisant les comportements individuels et collectifs pouvant contribuer à réduire le risque de maladie ou d'accident. » Plus récemment, la loi de santé publique du 9 août 2004 a fait du tournant vers la prévention, vers donnant plus de prévention et peut-être parallèlement moins d'investissement dans le soin uniquement. La loi de santé publique de 2004 a associé au texte qui a été voté une centaine d'objectifs de santé publique, et c'est la première fois qu'une loi de santé a été présentée comme une loi de programmation, et parmi ces centaines d'objectifs, il y avait bien sûr des objectifs concernant la prévention. Donc cette loi de santé publique a développé aussi la notion de plan stratégique dont les programmes d'action sont susceptibles d'améliorer les résultats en matière de prévention. Alors pourquoi, par la loi de 2004, cette orientation préférentielle vers la prévention? Bien tout simplement parce que l'état de santé de la France, le diagnostic qui a été fait à cette époque, a montré que la plupart des points faibles
du système de santé français, les mauvais résultats, en particulier les inégalités sociales de santé et le taux de mortalité avant 65 ans qui est plus important en France que dans les pays comparables économiquement, eh bien, ces maladies, quand on les recense, qui sont la cause de ces inégalités et de la mortalité prématurée, sont des maladies par rapport auxquelles on peut monter des actions de prévention. Ne citons pour mémoire que le tabagisme, qui, rappelons-le, fait à peu près 200 morts par jour en France, ce qui est considérable. Ensuite, la loi dite Hôpital, Patient, Santé, Territoire du 22 juillet 2009, eh bien, cette loi plus récente a lancé l'éducation thérapeutique du patient en prévoyant des financements spécifiques, peut-être pas suffisants, mais qui sont spécifiques pour développer cette forme de prévention qui est l'éducation thérapeutique du patient. Alors, qu'est-ce qu'il en est? On en a parlé tout à l'heure à la tribune. La loi santé qui va probablement paraître en 2015, eh bien, on sait déjà que dans la stratégie nationale de santé lancée par la ministre, eh bien, la prévention est un des socles à nouveau de cette loi de santé publique. Alors, vous voyez que des lois successives, mais en tant que citoyen et patient circulant dans le système de santé, on est quand même conscient que depuis 2002, on n'a pas assisté à des bouleversements considérables dans le paysage du système de santé. Donc, par conséquent, il faut prendre conscience que ces dispositifs nouveaux qu'apportent les lois de santé publique évoluent quand même lentement, suscitent des moyens financiers considérables, puisqu'il faut développer la prévention en plus des soins. Et donc, c'est sûrement en développant des actions à l'échelle de l'ensemble de la population et de l'ensemble des structures qui définissent des politiques de santé qu'on pourra peut-être avancer plus vite. Alors, l'autre concept qui apparaît dans le programme du colloque, c'est ce qu'on appelle la promotion de la santé. Et cette promotion de la santé, eh bien, elle se définit là aussi par une action de l'OMS qui a défini en 1946 la santé, ça a été rappelé, comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et non pas seulement par l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc aujourd'hui, la santé, c'est une ressource pour une collectivité, pour une population, une ressource parmi d'autres, et non pas seulement une finalité. Alors, la promotion de la santé, l'OMS, en validant la charte d'Ottawa en 1986, a donné une définition en disant que la promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Et cette définition a été complétée en 2005 par la charte dite de Bangkok. La promotion de la santé offre un concept positif et complet de santé comme déterminant de la qualité de vie qui recouvre également le bien-être mental et spirituel. Donc on voit dans cette dernière définition que la santé est en fait considérée comme un déterminant de la qualité de vie et que donc il y a un peu un déplacement sémantique. On passe d'une préoccupation sur la santé à une préoccupation sur la qualité de vie dont la santé est un facteur majeur. Alors toujours au niveau des apports de l'OMS et des différentes chartes, comment peut-on effectivement, concrètement, promouvoir la santé? Et donc la charte d'Ottawa a également défini un kit qui est en 3 stratégies et 5 axes d'intervention.
Donc ces 3 stratégies, c'est le plaidoyer, donc une action de sensibilisation pour créer les conditions essentielles à la santé, des stratégies de facilitation pour donner à tous les moyens de réaliser pleinement leur potentiel de santé, et c'est ce qu'on appelle l'empowerment, et la médiation qui consiste à mettre en place des médiations entre les différents intérêts présents dans la société en vue d'atteindre la santé au-delà des intérêts particuliers ou industriels de telle ou telle autre structure. Donc il faut plaider pour la santé, conférer les moyens de réaliser les actions et mettre en place des médiations entre la promotion de la santé et d'autres actions politiques. Donc on disait 3 stratégies et 5 axes d'intervention qu'on peut un peu détailler. Donc ces 5 axes d'intervention, c'est tout d'abord mettre en place des politiques publiques favorables à la santé, car promouvoir la santé suppose l'interpellation directe des décideurs sur leurs responsabilités et sur l'impact qu'ont les décisions politiques publiques sur la santé. Autrement dit, la santé doit être analysée en tant qu'impact possible de toutes les politiques publiques et de manière à ce que la santé soit un domaine transversal à l'ensemble des politiques publiques. Le deuxième axe d'intervention consiste à créer des environnements favorables à la santé, donc créer des environnements dans le cadre de la vie et du travail, et que aussi les environnements sociaux soutiennent les personnes et les communautés dans leurs efforts de changement vers plus de bien-être et de qualité de vie. Donc on pense en particulier au monde du travail, au monde du logement, effectivement aussi à la vie familiale, à l'école. Il faut dans ces domaines que ces environnements soient favorables et propices à la santé. Troisième point rappelé par la charte d'Ottawa, participation effective des individus et des communautés à la définition des priorités. Autrement dit, la santé, c'est l'affaire de tous et c'est une construction qui doit être démocratique. Et on a parlé dans la loi de 2002 de démocratie sanitaire. Et par conséquent, il faut aider les communautés, les territoires à participer concrètement à l'élaboration de la politique locale ou nationale de santé. Donc, quatrième domaine cité par la Charte d'Ottawa, réorienter les services de santé dans le sens d'une plus grande prise en compte des besoins des populations. Donc, c'est une notion importante car elle conduit à un décloisonnement entre les activités curatives et la prévention, ce qui a pour symétrique du côté des institutions au développement de l'intersectorialité, de manière à rendre possible la mise en place de politiques de santé en transversale par rapport aux différentes politiques, en particulier économiques. Et on peut résumer ce quatrième axe en disant que la santé, c'est l'affaire de tous. Et enfin, le dernier axe, acquisition par les individus des aptitudes leur permettant de s'impliquer. Et là, on se rend compte que c'est ce qu'on appelle plus généralement l'éducation à la santé, qui consiste pour une grande part à fournir aux individus les moyens cognitifs de développer et de participer au développement de la politique de santé. Donc vous voyez que cette charte d'Ottawa, elle est très complète
et elle constitue un véritable guide pour la mise en place de politiques de santé, que ce soit à l'échelle régionale ou à l'échelle nationale. Et c'est tout le sens qu'on peut donner à la promotion de la santé. Le dernier point qui m'avait été demandé d'éclairer sur le plan conceptuel, c'est l'éducation à la santé, ou encore l'éducation pour la santé. Donc, l'éducation pour la santé constitue, comme on vient de le voir, une des stratégies d'intervention de la politique de promotion de la santé, et c'est un ensemble de moyens permettant d'aider les individus et les groupes à adopter des comportements favorables à la santé. C'est l'ensemble des actions qui offrent la possibilité à chaque individu, tout au long de sa vie, d'acquérir ou d'améliorer les compétences et les moyens qui lui permettent de promouvoir la santé et sa qualité de vie, ainsi que celle de la collectivité. L'éducation pour la santé a pour but de faciliter la rencontre entre les compétences des professionnels et les compétences de la population. De cette rencontre naissent de nouvelles compétences qui contribuent à rendre plus autonomes les partenaires de l'action éducative. Donc, l'important, c'est de co-construire justement les stratégies en matière d'éducation pour la santé. Et l'éducation pour la santé, c'est la convergence d'actions des professionnels et d'actions des patients ou des individus. L'éducation pour la santé concerne tous ceux qui, par leur profession ou leur mandat, exercent une influence sur la santé de la population. Donc, on peut classer l'éducation pour la santé par des thèmes comme la nutrition, le tabac, les sida. On peut aussi le classer par catégorie de population, les jeunes, les personnes en situation de précarité, les personnes en situation de maladie chronique, on arrive à l'éducation thérapeutique des patients, ou bien encore par le lieu de vie, l'école, l'hôpital, l'entreprise. L'éducation pour la santé doit s'appuyer sur des principes éthiques, qu'on ne va pas détailler pour ne pas alourdir l'exposé, mais parmi ces principes éthiques, il y a bien sûr l'équité qui consiste à faire l'effort que les éventuelles inégalités sociales d'accès à la prévention soient réduites de manière à ce que la prévention puisse bénéficier et l'éducation pour la santé puisse bénéficier de manière égale à tous les groupes de la population. L'éducation pour la santé a aussi une dimension théorique, éducative, et en particulier repose, sans qu'on s'en rende compte toujours, sur des modèles éducatifs. Donc, les programmes et les actions d'éducation pour la santé font référence à des modèles. On citera les modèles comportementaux, les modèles constructivistes,